Donc, vous assistez à un atelier qui s'intitule Mode, climat et neutralité carbone. Et l'objectif de cet atelier, ça va être vraiment de vous aider à comprendre comment mettre en place une stratégie efficace pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est l'objectif de cet atelier. Je vous ai préparé donc une trame, en fait, une présentation qui va nous servir de base d'échange, de discussion tout au long de cette heure et demie qu'on va passer ensemble pour débattre de ce sujet. Donc, c'est un atelier qui est supposé être interactif. Donc, vous le voyez aujourd'hui, vous n'avez pas de son. Toutefois, si vous avez des questions pendant ma présentation, vous n'hésitez pas, vous levez la main et du coup, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez poser la question. Ça peut être également intervenir via les questions-réponses. Vous m'envoyez une petite question et j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà. Également, tout au long de la présentation, pour que l'atelier du coup soit animé, interactif, j'ai prévu de vous poser un certain nombre de questions pour voir justement sur cette démarche de réduction de vos émissions, comment vous vous y prendriez si vous étiez une entreprise qui décide de mettre en place une stratégie bas carbone. Donc là aussi, au niveau des retours, répondez-moi par le chat questions-réponses. Je verrai du coup les différentes propositions qui seront faites et du coup, on pourra rebondir, débattre par rapport à ça. Et puis, évidemment, à la fin, donc je vous avais envoyé, je ne sais pas si tout le monde l'a bien reçu, un petit questionnaire pour sonder vos motivations, vos attentes par rapport à cet atelier. Et puis également, savoir si vous aviez déjà des questions. Donc, j'ai eu une question, mais surtout à la fin, n'hésitez pas si vous avez des questions qu'on n'a pas vues durant l'atelier, on pourra y répondre. Je vous donnerai la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Voilà. Alors, pour revenir au sujet, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment, dans un premier temps, déjà de clarifier le sujet. J'ai vu un peu les profils de tout le monde, donc il y a des profils assez variés finalement sur les personnes qui participent aujourd'hui à cet atelier. Donc peut-être que pour certains, il y a des choses qui vont être très évidentes, très basiques, que vous savez déjà. Pour d'autres, ça sera vraiment de la découverte. Donc l'idée, c'est vraiment de traiter le sujet, on va dire, de A à Z, de vous donner un maximum d'éléments pour bien comprendre de quoi on parle. Donc clarifier le sujet, ça c'est vraiment le premier objectif. Deuxième objectif, ça va être de vous donner les clés justement pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie efficace de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, je vous présenterai les différentes étapes pour bien construire cette stratégie. Voilà. Donc, du coup, on va aborder pas mal de thématiques durant cet atelier. Je vous les ai listées sur cette présentation. Donc, on va parler de tout ce qui est enjeux énergie-climat pour les entreprises de mode, bien évidemment. On parlera aussi des risques et des opportunités liées au climat pour nos entreprises. Je donnerai aussi quelques éléments liés au cadre réglementaire. Ça, c'est important aussi, je pense, de le rappeler. Et on parlera aussi des initiatives clés en la matière. Et puis surtout, ce qui vous intéresse, je pense, aujourd'hui, c'est de voir les étapes pour construire une stratégie efficace et puis quels sont les outils sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer justement pour construire cette stratégie. Voilà. Donc, je vais utiliser une sorte de business case tout au long de cet atelier, justement sur lequel je vous ferai réagir pour voir comment, du coup, vous prendriez le sujet, comment vous l'aborderiez si vous aviez à travailler sur ce sujet-là. Voilà. Donc, voilà rapidement pour introduire le sujet. Ce que je voulais faire également rapidement, c'était me présenter. Du coup, alors j'essaye de basculer, est-ce que je réussis à passer sur une deuxième slide. Alors, je ne réussis pas à basculer mes slides, je m'excuse. Peut-être que ça va mettre du temps, bon, je ne sais pas. Donc, en effet, je voulais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Sandra Wilfert, je suis consultante en RSE et mode durable. Donc, j'ai créé mon activité de conseil en 2007. Au départ, mon activité de conseil était vraiment sur les achats, puisque c'était mon cœur de métier. Moi, j'avais travaillé auparavant pour des marques et des enseignes dans leur bureau d'achat et j'ai évolué sur différents types de postes, donc chef de produit acheteuse, chef de groupe, puis directrice des collections. Et au fur et à mesure des missions que j'ai pu réaliser, j'ai eu à traiter ces sujets de développement durable dans la mode et j'ai senti qu'il y avait un vrai besoin, ou en tout cas qu'il y aurait un vrai besoin à terme d'accompagner les entreprises de mode sur ces problématiques-là.
Donc, on va dire qu'à partir de 2012, j'ai vraiment basculé uniquement sur le sujet du développement durable dans la mode. Et aujourd'hui, j'accompagne les acteurs du secteur. Alors, ça peut être des marques, ça peut être des enseignes, ça peut être des industriels ou des écoles à se transformer. Je les accompagne pour se transformer et pour mettre en place des stratégies et des plans d'action plus durables et plus responsables. Alors, concrètement, je vais intervenir sur quoi? Sur 3 volets. Le premier, ça va être la RSE. Alors, je suis désolée. Ah, ça y est, j'ai enfin réussi à basculer sur mon slide. Le premier sujet, donc, c'est la RSE. Bon, la RSE, c'est vraiment un sujet très global en entreprise où on va traiter le développement durable de manière très large. Donc, pour cela, moi, je m'appuie sur les outils qui ont été développés par le label Lucie. Je ne sais pas si vous connaissez ce label. Lucie, c'est la plus grande communauté engagée en RSE en France. Et donc, ils ont développé un outil qui s'appelle Lucie 26000, qui est calé sur l'ISO 26000, qui est la norme de référence quand on parle de RSE, et donc qui me permet d'accompagner les entreprises sur ces sujets-là. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis consultante ambassadrice du label Lucie. Deuxième volet sur lequel je vais intervenir, ça va être ce que j'appelle moi les achats responsables. Les achats responsables, c'est un volet d'une stratégie RSE où là, on va mettre vraiment l'accent sur les collections. Et donc, on va travailler à réduire l'impact environnemental et social des collections, voire à avoir un impact positif. Ça va être aussi un objectif. On est souvent dans ces démarches-là aujourd'hui. Et puis, dernier volet, qui est en lien du coup avec le sujet du jour, ça concerne l'impact carbone. Alors, pourquoi l'impact carbone? C'est un sujet finalement qui m'a semblé ultra important de traiter aujourd'hui aussi en matière d'accompagnement, parce que c'est un vrai sujet d'actualité. Il y a une urgence climatique, une urgence à agir pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, je dirais que ça concerne tous les secteurs d'activité, bien évidemment, mais on est quand même sur un secteur à fort impact environnemental. Et dans nos principaux impacts, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre sont des impacts vraiment significatifs. Alors, je reviendrai sur les chiffres justement tout à l'heure pour vous donner quelques éléments de contexte. Mais bon, voilà, on va dire selon les périmètres étudiés, selon les études, on considérait que c'est à peu près 4 à 8% des émissions sur le marché chaque année, voilà, au niveau des émissions globales mondiales. Donc, voilà, je travaille l'impact carbone donc, depuis 2018. Autre point qui me semble important aussi de mentionner, pour moi, ça fait vraiment sens aussi de me mettre sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il est totalement en lien avec les 2 autres thématiques que je traite. Mettre en place une stratégie bas carbone, ça fait partie d'une stratégie RSE. Et quand vous allez mettre en place des plans d'action au niveau de votre stratégie bas carbone, eh bien, ça va avoir des liens directs avec votre politique achat responsable. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je suis formée à la méthode bilan carbone. C'est la méthode qui a été développée par l'ADEME, qui continue d'ailleurs à alimenter la base de données. Et la méthode bilan carbone est maintenant portée par l'association Bilan Carbone, qui est chargée, on va dire, d'en faire la promotion, je dirais, au niveau du pays. Voilà. Bon, pour conclure sur mon introduction, rapidement, du coup, par rapport à ça, je vais intervenir à la fois sur la stratégie des entreprises et sur l'accompagnement dans la mise en œuvre de la stratégie, donc c'est-à-dire se définir des objectifs, définir des plans d'action, définir des KPI pour mesurer l'efficacité des stratégies. Et je vais aussi accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des plans d'action. Alors concrètement, un exemple d'accompagnement, ça va être la formation. C'est vraiment très important, je pense, aujourd'hui, quand on met une stratégie en place, quelle qu'elle soit, eh bien, en fait, dans un monde, de bien sensibiliser les collaborateurs sur ces sujets, de les impliquer aussi dans la démarche et du coup, leur donner les billes, c'est-à-dire les outils, les méthodes qui vont leur permettre de mettre en place les stratégies dont il est question. Voilà. Donc, c'était rapidement pour me présenter. Alors, on va passer maintenant au sujet qui nous concerne. Et je voulais, dans un premier temps, revenir sur un certain nombre d'éléments pour poser un peu le contexte et clarifier les choses. Alors, je suis désolée, je suis toujours sur ma démarche de faire bouger mes slides, mais elle ne bouge pas forcément, évidemment. Bon, peu importe, ça va venir tout à l'heure, je sais ce que je dois vous dire. Alors, les premiers éléments dont je voulais vous parler, c'était les éléments de vocabulaire, finalement, de quoi on parle aujourd'hui.
Alors, les émissions de gaz à effet de serre, ça va être tous ces systèmes gazeux qui existent dans l'atmosphère aujourd'hui, qui vont finalement capter les rayonnements infrarouges de la planète et qui vont créer ce qu'on appelle l'effet de serre. Donc, l'effet de serre, on reviendra dessus tout à l'heure, c'est un phénomène qui est important et qui contribue justement au changement climatique, la problématique qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, alors attendez, est-ce que j'ai un souci quand même si je ne réussis pas à... J'essaye de me reconnecter, excusez-moi, mais je ne réussis pas à faire bien défiler mes slides. Voilà, OK. Donc, les émissions de gaz à effet de serre, je voulais vous les mettre, mais pas besoin de, voilà, de les retenir. C'était juste pour vous dire que dans l'atmosphère, on va avoir pas mal de gaz à effet de serre différents qui vont finalement circuler. Vous les avez à la gauche listés, donc l'eau, le gaz carbonique, le méthane, tous les hydrocarbures fluorés, voilà, ils sont nombreux. Ils ont des sources, des origines qui vont être bien différentes d'un gaz à effet de serre à l'autre. Ce qui est important à retenir et qui va être important pour ce qu'on va dire tout à l'heure, c'est que quand on analyse ces émissions de gaz à effet de serre, en fait, tous les gaz à effet de serre n'ont pas le même pouvoir de réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le petit schéma que je vous ai mis sur la droite. Ça veut dire que chaque gaz à effet de serre, finalement, ne va pas réchauffer de la même manière ou de la même intensité la planète. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, ces gaz à effet de serre vont être présents dans l'atmosphère plus ou moins longtemps, selon les gaz à effet de serre. Donc nous, quand on revient sur notre sujet, en fait, quand on va vouloir comptabiliser nos gaz à effet de serre, en fait, comme ils sont très variés, ça va être compliqué de les analyser, de les comparer. Voilà, on peut pas mesurer ou en tout cas comptabiliser des choux et des carottes. Donc, pour pouvoir comptabiliser les choses sur un même élément de mesure, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on traduit tout ça en une unité de mesure commune qui va être la tonne équivalent CO2. Je pense que c'est des choses dont vous avez déjà entendu parler. Donc, tout voilà, va être traduit dans cette unité de mesure commune. Alors, un exemple, si vous regardez le petit schéma, la base, c'est le CO2, donc on le voit, PRG1, c'est notre référence. On voit d'ailleurs que la durée de séjour dans l'atmosphère, c'est entre 50 et 200 ans. Si on regarde en comparaison les gaz fluorés, qui sont des gaz extrêmement, enfin un fort pouvoir de réchauffement climatique, eux, en fait, ils vont avoir un pouvoir de réchauffement qui va être entre 14 000 et 17 000 fois plus important que le CO2. Et là aussi, si on regarde la durée du séjour des gaz fluorés dans l'atmosphère, ça va être à peu près 50 000 ans. Okay, autre exemple, rapidement, le méthane, là, on voit que le pouvoir de réchauffement climatique, il est 21 fois plus important que le CO2. Et ils vont durer en général dans l'atmosphère, être présents dans l'atmosphère à peu près 12 ans. Donc voilà, c'est très différent d'un gaz à l'autre et c'est pour ça qu'il y a eu besoin de créer cette unité de mesure commune. Voilà, premier élément de vocabulaire que je voulais partager. Ensuite, deuxième élément de vocabulaire, la neutralité carbone. C'est un sujet dont on parle énormément aujourd'hui. Il est important de comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas toujours très clair. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de neutralité carbone? Alors, la neutralité carbone, c'est de se dire qu'il va y avoir un équilibre au niveau mondial entre les émissions de carbone anthropiques. Alors, anthropique, c'est toutes les émissions de carbone générées par les activités humaines et leur absorption dans l'atmosphère par leur réduction et par les puits de carbone. Donc, les puits de carbone, ça va être par exemple les océans, les forêts, les sols qui vont contribuer à séquestrer les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, pour atteindre, je dirais, une émission nette nulle, il faut que toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre soient réduites et puis ensuite compensées, séquestrées au niveau du carbone. Alors, pour une entreprise, ça va vouloir dire quoi? La même chose, en fait. Vous allez pouvoir atteindre la neutralité carbone lorsque toutes vos émissions vont être réduites au maximum. Et ensuite, celles qui ne pourront pas être réduites, pour atteindre la neutralité carbone, il va falloir les compenser par des puits de carbone naturels ou alors par l'achat de crédits carbone. Voilà. Alors, dites-moi si c'est pas clair, hein, je reviendrai dessus. N'hésitez pas à poser des questions sur ce sujet-là. Alors, alors j'avais envoyé un petit questionnaire justement pour sonder vos questions. Quelqu'un m'avait posé une question par rapport au fait, est-ce que la mode va pouvoir finalement atteindre cette
neutralité carbone au sens de la Net Zero Initiative. Alors, je fais juste un aparté sur la Net Zero Initiative. C'est une initiative qui a été lancée par Carbone 4. Eux, en fait, ce qu'ils disent, alors c'est un des points qu'ils évoquent, et ce n'est pas le seul, leur point de départ, c'est de dire que finalement, au niveau d'une entreprise, d'une organisation, on ne peut pas atteindre la neutralité carbone et qu'en fait, cette neutralité carbone, elle va être visée au niveau mondial et que finalement, les organisations vont, elles, contribuer, mais on ne peut pas parler de neutralité carbone pour une entreprise. Et pourquoi un de leurs points, c'est de dire que finalement, ça sert à quoi si une entreprise chaque année progresse, développe son activité, émet toujours plus de gaz à effet de serre. Ok, peut-être qu'elle va les compenser, mais finalement, voilà, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, pour revenir aux éléments de vocabulaire, troisième point que je voulais aborder, c'est la compensation carbone, ce qu'on vient juste d'expliquer précédemment. C'est une action qui va vous permettre de financer à la fois des réductions d'émissions de gaz à effet de serre et de séquestration de gaz à effet de serre qui vont être équivalentes aux émissions résiduelles de votre organisation. Et ça va se faire par l'acquisition de réductions d'émissions, c'est ce qu'on appelle les crédits carbone. Alors, un crédit carbone, en gros, il faut avoir ça en tête, ça correspond à 1 tonne d'équivalent CO2 qui va être évité par le projet qu'on va financer. Donc ça, c'est vraiment un moyen qui va permettre de financer les réductions de gaz à effet de serre et qui va permettre aussi de renforcer les puits de carbone, qu'ils soient naturels ou technologiques. Il y a beaucoup de développement aujourd'hui aussi pour travailler sur des technologies qui vont permettre de séquestrer le carbone. Voilà. Alors, je ne développe pas plus sur la compensation carbone. C'est un sujet qui a fait beaucoup débat ces dernières années. Je reviendrai sur les débats justement en conclusion de cette présentation voilà, tout à l'heure. Alors maintenant, je voulais poser les éléments de contexte. Pourquoi c'est important? Alors par exemple, si un jour vous souhaitez mettre en place une démarche de bilan carbone, eh bien dans la démarche de bilan carbone, il y a une étape préalable qui est importante à faire, c'est tout ce qui est sensibilisation. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Voilà, c'est comprendre le contexte dans lequel va pouvoir s'inscrire notre démarche et notre stratégie carbone. Alors, rapidement sur ce contexte, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a un réchauffement climatique qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre qui vont être générées dans l'atmosphère. Et ces émissions de gaz à effet de serre, elles vont contribuer à créer ce qu'on appelle l'effet de serre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet de serre, finalement, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel, qui existe naturellement sur la planète et qui est même indispensable à la vie sur Terre. S'il n'y avait pas les gaz, le système de l'effet de serre, finalement, il ferait trop froid sur la planète, à peu près moins 18, et du coup, la vie sur Terre ne serait pas possible telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, c'est un phénomène qui va être naturel, bénéfique, parce qu'il va permettre de réchauffer la planète. Le problème aujourd'hui, c'est que les gaz à effet de serre ne font que s'accentuer, notamment dû aux activités humaines. On est de plus en plus nombreux sur Terre, du coup, on produit davantage, on consomme davantage, et tout ça, c'est des gaz à effet de serre qui contribuent à réchauffer fortement la planète. Et c'est là où ça pose problème aujourd'hui, parce qu'il y a un déséquilibre entre les activités humaines et ce qui est capable d'absorber finalement la planète. Bref, à retenir, si la planète fonctionnait seule, s'il n'y avait pas nos activités humaines, il y aurait un équilibre. Aujourd'hui, il n'y a pas des équilibres et c'est ce qui pose problème. On arrive à une augmentation des températures et on l'a vu depuis quelques années, on le ressent vraiment au quotidien. Il y a un changement du climat. Donc, le climat, c'est bien une notion qui s'inscrit sur le long terme. On n'est pas sur de la météo, qui est quelque chose de très court-termiste. Et on le voit bien, les événements climatiques sont de plus en plus forts, de plus en plus marqués, de plus en plus fréquents. Ça va être quoi? Ça va être des incendies. On en a vu beaucoup là, cet été, les étés précédents. Ça va être des sécheresses extrêmes. Ça va être également des cyclones d'une extrême intensité. Ça va être la fonte des glaces qui va contribuer à augmenter le niveau des eaux. Ça va être des inondations. Voilà, donc énormément de problématiques liées à ce réchauffement de la planète. Et ce qui est important pour nous, c'est tout cela, ça va avoir des répercussions, et on commence à le voir, importantes au niveau de la vie sur Terre, c'est-à-dire nous, en tant qu'êtres humains, ça peut nous avoir générer un certain nombre de problèmes.
Je dis n'importe quoi, une inondation, des éboulements, bah, vous pouvez avoir par exemple votre habitation qui va être détruite. Ça va avoir aussi des implications sur la biodiversité. Quand on a eu ces incendies absolument atroces en Australie, ben, c'est autant d'espèces animales et végétales qui ont disparu. Et ce qu'on oublie souvent, et c'est là le point qui nous concerne aujourd'hui, ben, il faut bien se dire qu'aussi, tous ces événements climatiques vont avoir des effets non négligeables sur nos activités en tant qu'entreprise. Donc, c'est ces éléments de contexte que je voulais poser, c'est très important de bien comprendre voilà, quels vont pouvoir être finalement ces impacts sur nos activités en tant qu'entreprise. Alors, par rapport à ça, je dirais que, et vous le savez, il y a une vraie prise de conscience au niveau mondial et une vraie mobilisation justement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter la hausse des températures. Le plus gros événement, on peut dire, dans ce sens, ça a été la COP 21 qui s'est tenue en 2015 à Paris, où en fait 195 chefs d'État se sont entendus pour, d'une part, limiter le réchauffement de la planète et le contenir à horizon 2100 bien en dessous de 2 degrés, voire idéalement à 1,5 degré. Et puis aussi viser à la neutralité carbone d'ici à la fin du siècle. Bon, en France, par exemple, ça a été le plan climat qui a été initié en 2017, avec également des objectifs de neutralité carbone pour le pays à horizon 2050. Et plus récemment, je crois que c'était il y a 2 ou 3 semaines, il y a une importante loi qui a été, enfin en tout cas une loi très ambitieuse qui a été votée au niveau de l'Europe, avec des eurodéputés qui ont été très ambitieux. Donc pareil, neutralité carbone à horizon 2050 et aussi une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 60%, quand la Commission, elle, n'en proposait que moins 55. Donc voilà, vraiment une vraie mobilisation sur le sujet. Donc l'objectif, ça va être de limiter la hausse des températures et pour le faire, il va falloir réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, les diviser par 2 à horizon 2050 pour atteindre cette fameuse neutralité carbone. Alors ça, c'est les éléments de contexte, ça c'est ce qui est posé. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, on le voit, beaucoup de gens ont commencé des stratégies pour réduire leurs impacts, leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais par contre, ce que disent les études, c'est qu'on est malheureusement très loin de ces trajectoires et qu'on n'est pas du tout en ligne avec ces objectifs. Quelques prévisions. On est aujourd'hui plutôt sur des taux d'augmentation des températures de l'ordre de 2,2 à 4,4 degrés d'ici la fin du siècle. Bon, certaines sont même plus pessimistes que ça. Et à 2030, en fait, ce qui est estimé, c'est que les émissions seront supérieures de 90% au niveau qu'elles devraient être si on voulait être sur une trajectoire, par exemple, d'augmentation des températures uniquement de 1,5 degré. Donc, on le voit bien, on est vraiment loin du compte et il y a du coup besoin de vraiment avancer sur ce sujet-là. Alors, si on parle de notre secteur d'activité, la mode, eh bien, on le voit aussi, il y a de nombreuses initiatives qui ont vu le jour justement en faveur du climat. Donc, voilà, le Fashion Pact très connu, la Charte des Nations Unies en faveur de la mode et du climat. D'autres peut-être moins connus, mais le patron de Gucci a lancé récemment l'initiative CEO Carbon Neutral Challenge. Et puis, pour ceux qui sont adhérents peut-être à Textile Exchange, justement réduire les émissions via l'utilisation de fibres plus respectueuses, on va dire, sur ces sujets-là. Et eux, c'est le projet Climate Plus. Donc voilà, beaucoup d'initiatives aussi au niveau de la mode. Alors voilà, pour conclure peut-être cette introduction sur le contexte, ce que je voulais vous démontrer, et mon objectif n'est pas du tout d'être pessimiste sur le sujet, voilà, mais plutôt de poser un état des lieux clair et objectif. On voit, il y a une urgence à agir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout sur les trajectoires souhaitées et les températures vont commencer à augmenter, enfin vont continuer à augmenter et malheureusement, ça aura des conséquences très fortes sur nous, êtres humains, et sur nos activités. Il faut agir vite. Le GIEC disait récemment qu'on a vraiment une fenêtre de tir très, très courte pour être dans les trajectoires. Il fallait baisser de 45% entre 2010 et 2030 nos émissions. Il faut agir de manière coordonnée et c'est pour ça que toutes ces initiatives, pour moi, sont plutôt des bonnes initiatives parce que ça pousse tout le monde à aller dans le même sens, sur des mêmes objectifs de réduction. Et puis, il faut agir évidemment de manière très, très massive pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà.
Alors, par rapport à ça, voilà, encore des éléments de contexte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, réduire fortement nos émissions. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée de combien on devrait nous réduire nos émissions par an d'ici 2030? C'est à peu près quoi, là, les moins 45% de 2010 à 2030? Est-ce que vous savez à peu près annuellement ce que ça peut représenter? Vous pouvez répondre via les questions-réponses. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à intervenir. Je ne vois pas de réponse. Non, il n'y a pas d'idée de ce que ça peut représenter? Eh bien, en fait, réduire de 45%, c'est à peu près une croissance annuelle. Ah, excusez-moi, je n'avais pas vu. Tac, tac. 0,2. Non, c'est plus que ça. En effet, c'est à peu près 7,6% par an. Voilà l'objectif qu'on devrait se fixer, en fait. Et pour vous donner un comparatif, on estime que la crise de la Covid, eh bien, ça permettra de réduire les émissions annuelles au niveau mondial de, allez, on va dire 5 à 7%. Donc voilà, c'est à peu près l'équivalent. Donc, il y a quelqu'un en effet qui l'a dit, Maximilien, c'est ça, à peu près l'équivalent de ce qu'on a réduit, grâce en tout cas, avec la crise du Covid. Donc voilà. Alors, sur la mode, c'est une étude aussi dont je vais vous parler régulièrement pendant la présentation. Il y a une étude qui a été faite récemment. Je ne sais pas si vous l'avez lue, si vous en avez eu connaissance. Elle est assez intéressante. C'est une étude qui a été faite par le cabinet McKinsey. Bon, alors, je n'ai plus le titre en anglais, mais c'est en gros sur la mode et le climat. Ça pose un état des lieux et ça donne des pistes justement pour réduire nos émissions. C'est assez intéressant. Et donc, eux, leur conclusion, c'est de dire qu'il faudrait diviser par deux les émissions du secteur de maintenant à 2030 pour être sur une trajectoire en ligne avec les 1,5 degrés d'augmentation des températures. Voilà, donc on est à peu près sur les mêmes ordres d'idées. Alors, toujours en introduction, avant de rentrer sur la stratégie à proprement parler, pour vous expliquer un peu les éléments de contexte, eh bien, c'est aussi important de comprendre quels sont les impacts du secteur de la mode finalement sur ces sujets-là. Alors, quand on regarde, on analyse les impacts environnementaux du secteur de la mode, je pense notamment à une étude qui a été faite il y a quelques années, je crois que c'était en 2018 par Cantis. Ils ont travaillé ça via la CV, donc pour analyser sur l'ensemble du cycle de vie de la mode, quels sont ses principaux impacts environnementaux. Ce qui ressort, c'est qu'il y a trois éléments clés. D'abord, le changement climatique, donc le sujet du jour, tout ce qui concerne la consommation d'eau, et puis également la santé humaine, donc tout ce qui est toxicité humaine, troubles respiratoires, etc. Et ils ont fait aussi une projection, voilà, si on continue tel qu'on travaille aujourd'hui, si on continue à consommer ce qui est prévu d'être consommé dans les années à venir, eh bien, les deux éléments qui vont le plus progresser, ça sera encore une fois les émissions de gaz à effet de serre et également la consommation d'eau. Donc, on le voit bien, on est vraiment au niveau des émissions de gaz à effet de serre sur un sujet clé. Voilà. Et pour moi, si on doit mettre en place des stratégies dans la mode, eh bien, si on va avoir des stratégies efficaces en termes de stratégie RSE, il faut se concentrer sur ce qui fait le plus impact. Et on voit bien, le changement climatique, c'est un de ces éléments qui impacte fortement. Autre élément, pour vous donner des billes en fait, de compréhension de l'impact de notre secteur sur cette question des émissions de gaz à effet de serre, toujours dans cette même étude qui a été faite par McKinsey, pour eux, l'estimation, c'est ça, à peu près chaque année, 2,1 milliards de tonnes équivalent CO2 qui vont être émises par l'industrie de la mode chaque année. Ça correspond à peu près à 4% des émissions mondiales. Alors, je vous le disais tout à l'heure, selon les études, on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres, selon le périmètre étudié. Bon, retenez entre 4 et 8%, et je vous donnerai les équivalences tout à l'heure. Et dans les prévisions de croissance à horizon 2030, si on continue le business as usual, je vais dire, si on continue à travailler tel qu'on fait avec déjà les plans d'action qui ont été mis en place pour décarboner l'industrie, malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Et voilà, les prévisions, c'est qu'on serait à peu près à 2,7 milliards de tonnes émises chaque année par l'industrie. Voilà. Alors, je vous disais les équivalences parce que des fois, les chiffres ne parlent pas forcément. 4%, c'est quoi? 4%, c'est à peu près l'équivalent de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre réunies en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
Les 8%, ça va être, donc ça c'était une étude qui avait été faite par la Fondation Hélène MacArthur il y a quelques années. Donc c'est la somme des émissions de gaz à effet de serre de l'habillement et de la chaussure. C'est l'équivalent à peu près du fret aérien et maritime réunis. Dernier élément de comparaison, sur les années à venir. Donc, si on progresse pardon, de 2,1 milliards à 2,7 milliards de tonnes équivalent CO2, c'est à peu près une progression de 4% par an. Et la Fondation Hélène MacArthur, elle disait qu'en gros, dans les années 2030, en fait, nos émissions correspondraient à ce qu'émettent chaque année les États-Unis. Donc voilà, on voit bien, on est sur un secteur quand même à fort impact et à fort impact au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Alors voilà, j'en ai fini pour l'introduction. Donc c'était assez long, mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment important de poser les éléments de contexte pour bien comprendre le sujet. Alors maintenant, on va en arriver au business case. Finalement, comment on met en place, face à tous ces éléments de contexte, une stratégie efficace de nos émissions, de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Puisque je le répète, voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, les actions de décarbonation ne sont pas suffisantes et qu'on n'est pas du tout sur les trajectoires souhaitables. Alors, je voulais vous poser du coup cette question. N'hésitez pas à répondre sur le chat. Imaginons que vous êtes une entreprise de mode. Alors, on va dire par exemple une entreprise de prêt-à-porter. Voilà, vous fabriquez des produits, alors peut-être en Asie pour partie, une autre partie en prochain port, par exemple Portugal, Turquie, pourquoi pas pays de l'Est. Vous vendez ensuite vos collections dans des magasins, vos propres magasins par exemple, et puis vous vendez aussi sur Internet. Voilà, à ce stade, on va dire que vous n'avez démarré aucune stratégie RSE, aucun plan d'action. Et donc, on vous sollicite, on vous nomme je dirais, membre du COPIL qui va travailler sur cette réflexion autour de la stratégie carbone de l'entreprise. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est justement comment vous vous y prendriez pour mettre en place ces stratégies. Par quoi est-ce que vous pensez qu'il faut commencer? Voilà, ce serait quoi vos étapes pour mener à bien cette réflexion? Alors, je vous laisse interagir sur les questions-réponses. N'hésitez pas à me mettre vos différents commentaires, que je vois un peu les propositions. Et du coup, je rebondirai sur les propositions qui sont faites. Alors, je regarde les réponses. Alors oui, matière première utilisée, en effet. Durabilité des produits, OK. Alors là, pour moi, ça, c'est des réponses, en effet, tout à fait justes, mais vous êtes déjà dans les plans d'action. Avant de mettre en place les plans d'action, c'est quoi, d'après vous, les étapes à mettre en œuvre pour bien construire sa stratégie? Alors, j'ai Gaëlle qui dit faire un constat des flux entrants et des flux sortants pour ensuite évaluer leur impact. Oui, ça c'est très important. En effet, et c'est ce que vous voulez en arriver, la première étape ultra importante quand on veut vouloir construire sa stratégie, c'est en effet de mesurer ses impacts. J'ai d'autres commentaires. Pertinence des stocks pour éviter le gaspillage. Alors ça, oui, et pour moi, ça, c'est encore un plan d'action. On est plus déjà dans le plan d'action avant d'avoir travaillé sur la réflexion en amont. Définir des objectifs chiffrés et des méthodes de mesure, oui. Étudier l'impact sur chaque étape de sa supply chain et agir le plus en amont possible, oui. Voilà, donc le petit exercice que je vous ai demandé de faire, en fait, c'était pour vous montrer qu'en fait, il y a deux façons d'aborder le sujet. Il y a ceux qui vont être déjà dans les plans d'action. Et voilà, vous avez proposé des bons plans d'action d'ailleurs pour réduire vos émissions. Et il y a ceux qui vont être en amont sur la mesure de leurs impacts environnementaux. Et c'est ça qui est vraiment très important. Quand vous commencez une stratégie, la première chose à faire, ça va être de mesurer vos impacts. Vous n'allez pas pouvoir mettre en place une stratégie efficace si en amont, vous n'avez pas mesuré ces impacts. Et pourquoi? Parce que quand on est déjà dans les plans d'action, eh bien, parfois, on va mettre en place des plans d'action qui, finalement, vont avoir que peu d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Vous allez vous concentrer peut-être, alors pas forcément, hein, mais peut-être sur des choses qui ont peu d'impact et qui mériteraient finalement de se mettre sur autre chose. Alors, pourquoi c'est important de mesurer? Pour les raisons que j'évoquais. Mesurer, ça va vous permettre de bien comprendre, et quelqu'un l'a dit d'ailleurs dans les commentaires, de savoir où se situent vos impacts dans votre chaîne de valeur. Voilà, la chaîne de valeur, elle est complexe, on le sait dans la mode, donc important de savoir où ça se situe. Et deuxièmement,
comprendre quelle est leur importance. Il va falloir quantifier vos émissions de gaz à effet de serre. Certains seront très importants, d'autres seront moyennement importants et d'autres seront peu importants. Encore une fois, c'est important de mesurer parce que des fois, on a des idées reçues. Je vous donnerai un exemple juste après et peut-être qu'on va penser que quelque chose a un fort impact alors que finalement, quand on va le mesurer, par rapport au reste, ça sera finalement très peu impactant. Et puis, troisième élément de contexte, hein, pourquoi c'est important de mesurer, aussi parce que ça va permettre de voir quel est votre pouvoir d'action sur ces impacts. On le verra tout à l'heure, parfois ça va être facile d'impacter sur émission de gaz à effet de serre, sur ce poste émetteur, mais sur certains autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, pensez bien à ça en amont, c'est très important de bien réfléchir à la mesure de vos impacts. Sinon, vous pouvez mettre en place des plans d'action qui seront peu efficaces. Et je le redis, voilà, on l'a vu aujourd'hui, on doit accélérer la décarbonation de nos activités. Alors justement, pour illustrer ça, je trouvais intéressant de partager avec vous ce petit commentaire de la marque de chaussures Fago, qui réalise régulièrement un bilan carbone de son entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il disait, en 2015, ils ont mené cette analyse de leur impact carbone. Ils ont comparé deux chaussures. Une paire de chaussures qui est fabriquée au Vietnam et une autre paire de chaussures qui est fabriquée en proche import. De mémoire, c'était au Portugal. Et donc, ils ont mesuré l'impact du transport sur ces deux différentes chaussures. Et en fait, ils ont été assez surpris du résultat, puisqu'en fait, la chaussure qui est fabriquée en Asie, au Vietnam en l'occurrence, eh bien, elle émet 30% de moins de gaz à effet de serre que la chaussure qui est fabriquée au Portugal, qui a pourtant un trajet qui est beaucoup plus court, 13 fois inférieur en termes de distance par rapport à la chaussure qui est fabriquée au Vietnam. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Attention, méfiez-vous aux idées reçues. Vouloir aller bien en tête sur les plans d'action, peut-être que ça va vous faire agir sur des choses finalement qui n'ont pas que les impacts réels. Voilà. Alors, dans votre démarche, donc on le dit, on va mesurer nos émissions de gaz à effet de serre. Comment ça va se faire ? Alors, attendez, excusez-moi, j'ai une question. Quels critères de calcul sont pris en compte pour comparer les deux chaussures, s'il vous plaît? Alors, en fait, eux, sur le calcul, je ne sais pas si c'est la question, vous me direz si je réponds bien. En fait, ils l'ont fait via une empreinte carbone. Donc, ils ont bien calculé l'empreinte carbone des deux différentes chaussures et sur le périmètre transport, ils ont comparé les deux modes de transport, évidemment par rapport aux distances parcourues et j'imagine ils ont travaillé avec la base carbone. Les résultats leur ont donné les éléments que je vous ai, les résultats que je vous ai donnés à l'instant. Voilà. Je crois que j'ai une autre question. Ça ne va pas dans le circuit court, oui, c'est vrai que souvent, parfois on est surpris par rapport à ça, de constater que finalement le circuit court va pas forcément être une bonne chose au niveau du transport. Alors encore une fois, là, il faudrait rentrer dans le détail, tout dépend des modes de transport que vous utilisez. Voilà, il y a des camions qui vont être très polluants, il y a des camions verts, enfin voilà, donc il faut rentrer plus dans le détail pour conclure ça évidemment. Tout dépend encore une fois de ce que vous allez utiliser. Et ça fera partie, par exemple, de vos plans d'action. Si vous constatez, par exemple, que le transport est un poste à fort impact, eh bien, il faudra aller regarder quel type de transport vous pourriez utiliser comme alternative pour réduire vos émissions. Je crois que j'ai encore une question. Je regarde. Non, voilà. Alors, donc du coup, dans votre démarche de mesure de vos émissions, quelle est la méthode pour le faire? En fait, on va utiliser ce qu'on appelle la comptabilité carbone. Donc, ça va consister tout simplement à faire l'inventaire de vos émissions à l'échelle de votre organisation. Donc, ça va être vraiment un outil d'aide à la décision qui va vous permettre de bien identifier quelles sont vos priorités et de pouvoir construire justement votre vision sur le long terme. Alors, quelle méthode vous connaissez-vous? Est-ce que vous connaissez des méthodes justement de comptabilité carbone qui vont vous permettre de mesurer vos émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que déjà, pour certaines entreprises qui ont déjà travaillé là-dessus, vous avez des éléments de réponse? Ou pour ceux qui n'ont pas commencé, est-ce qu'il y a des méthodes qui vous parlent, que vous connaissez, que vous pourriez citer? Alors, est-ce que j'ai des réponses par rapport à ça? Alors, j'ai une réponse. Le PNL,
Oui, en effet, c'est une méthode qui a été développée, par, alors j'en parle pas d'ailleurs, c'est un bon point. Ouais, c'est une méthode qui a été développée par, comment dirais-je? Kering, voilà, qui est une méthode d'analyse de cycle de vie qui va permettre finalement de comptabiliser les émissions et de les valoriser, de manière monétaire. Donc ça, c'est intéressant après en termes de plan d'action parce que c'est tout de suite très parlant sur, les postes sur lesquels il va falloir agir. D'autres, méthodes que vous avez en tête pour, réduire, vos émissions, pour, calculer vos émissions? Non, je vois pas d'autres choses. Alors, je vais vous, donner ces éléments. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, il y a 4 méthodes. La première, c'est la méthode qui va fixer un peu le cadre pour les autres méthodes. C'est l'ISO 14064. C'est une norme internationale qui va, voilà, poser vraiment les principes pour concevoir, déclarer et quelle est la méthode à utiliser finalement pour réaliser, une mesure de ces impacts, de ces gaz à effet de serre. Voilà, donc ça, c'est la méthode, on va dire générale, qui va s'appliquer aux autres méthodes. Ensuite, on a la méthode réglementaire française, donc le BS. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est une réglementation qui s'impose en France aux entreprises de droit privé de plus de 500 salariés, qui s'impose aux entreprises de droit public de plus de 250 salariés et pour les collectivités également de plus de 50 000 habitants. Donc voilà, il y a une réglementation par rapport à ça. Ce qui est important, je le mentionne, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises soumises à cette réglementation française qui finalement réalisent leur bilan des émissions de gaz à effet de serre. Elles sont 57% à être soumises à cette réglementation et pourtant à ne pas réaliser leur bilan réglementaire. Alors pourquoi? Je pense qu'il y a une première raison, c'est que peut-être les gens ne sont pas au courant de cette réglementation. Ça, c'est peut-être un premier élément de réponse. Et puis, deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, finalement, les incitations à le faire ne sont pas très importantes. Vous ne réalisez pas votre bilan de gaz à effet de serre, eh bien, les sanctions, ça va être uniquement 1 500 € d'amende. Donc, c'est clairement pas incitatif et ça peut expliquer aussi pourquoi les entreprises ne se mettent pas sur ce sujet. Alors, il faut savoir que toutefois, le BGS est en cours de révision. Tout ça pour s'aligner avec la révision aussi de la norme 14001, 14 000, pardon, je ne réussis plus à parler, 14 064.1. Elle a été révisée en 2018 et elle parle notamment de la notion d'émission significative. Donc là, il y a une révision qui devrait sortir en novembre du BGS et qui, du coup, va être beaucoup plus incitatif au niveau des sanctions. Donc là, en cas de non-conformité, vous avez une sanction de 10 000 € et en cas de récidive, de 20 000 €. Voilà, donc ça va être beaucoup plus contraignant. Je ne vais pas trop détailler non plus le BGS, j'en reparlerai juste dans quelques instants. Une limite pour moi du BGS, et ça c'est aussi quelque chose qui va évoluer justement pour mettre le BGS en ligne avec la réforme de l'ISO 14064, c'est que en fait le BGS ne se préoccupe que d'une partie des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Je ne vais pas détailler ce que veut dire les scopes 1, 2 et 3 maintenant, on va en parler juste après, mais sachez que voilà, ça ne concerne qu'une partie des scopes, on est tenu de réaliser sur les scopes 1 et 2 et pas sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Donc ça, c'est une vraie limite du BGS qui est en train justement d'être revue avec cette nouvelle version qui va sortir très prochainement. Alors ensuite, on a le bilan carbone dont je vous parlais tout à l'heure, donc méthode développée par l'ADEME, portée maintenant par l'association Bilan Carbone. Bon, c'est une méthode qui, elle, se préoccupe de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise, tout comme le GHG Protocol. GHG Protocol, ça c'est en fait une méthode internationale, c'est la plus utilisée aujourd'hui au niveau international et elle sert notamment beaucoup de bases de reporting dans le cadre du GRI par exemple, voilà, au niveau international. Donc voilà, ça c'est les 4 méthodes qui vont vous permettre de mesurer vos impacts. Alors, question que je voulais vous poser, on se remet dans notre... Ah oui, alors excusez-moi, un petit aparté avant. Quand vous allez vouloir mesurer vos impacts, vos gaz à effet de serre, il va falloir le faire en définissant d'abord votre périmètre.
Qu'est-ce que vous allez étudier? Est-ce que vous étudiez ça sur 1 an, 2 ans, 6 mois? Pourquoi pas? On est sur des collections, donc ça pourrait être pertinent d'étudier cela sur 6 mois. Bon, généralement, on fait un bilan carbone, par exemple, ou un BGS sur 1 an. Et deuxième question que vous allez devoir vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez étudier? Ça, c'est important de se poser la question et de réfléchir en amont à l'objectif que vous poursuivez en réalisant, par exemple, un bilan carbone. Votre objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est de communiquer? À qui? En interne? En externe? Est-ce que c'est de vous comparer à des concurrents pour voir vos émissions par rapport aux leurs? Bon, posez-vous cette question en amont parce que ça va vous permettre de définir quel périmètre d'études vous allez étudier. Si on revient à l'entreprise dont on parlait tout à l'heure, bah, peut-être que cette entreprise a un siège social, je dis n'importe quoi, à Strasbourg. Elle a peut-être un site de production dans le Nord. Elle va avoir peut-être des filiales, une en Espagne, une en Allemagne. Et puis, elle va vendre via différentes boutiques qu'elle aura à travers toute la France. Eh bien, c'est important de se poser cette question. Est-ce que je veux analyser uniquement mon siège? Est-ce que je veux analyser mon site de production? Les deux. Est-ce que je veux analyser mon site de production, plus le siège, plus tous les magasins et aussi mes filiales? Donc voilà, en amont, posez-vous cette question. Et ça aussi, ça va vous permettre de structurer votre bilan lorsqu'on en sera à la phase de structuration du bilan. Donc, posez-vous cette question, ça c'est très important en amont. Donc ça s'appelle la cartographie. Donc on va devoir identifier finalement quels vont être tous les flux de l'activité liée à votre organisation finalement en fonction du périmètre que vous avez défini. Voilà, donc ça c'est très important et ça va vous permettre de définir quelles sont les données que vous allez devoir du coup collecter pour votre bilan carbone. Alors d'après vous, si on revient au petit cas qu'on a étudié tout à l'heure, quels seraient les flux que vous devriez quantifier? J'aimerais avoir vos retours par rapport à ça. Voilà, vous êtes toujours au copil sur la stratégie bas carbone de votre entreprise. Vous décidez, alors, par exemple, de faire un bilan carbone. Quels sont les flux que vous allez devoir quantifier pour analyser vos émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que vous avez des éléments de réponse par rapport à ça? Flux de matières premières, oui, en effet. Alors, flux de matières premières sera plutôt pour moi si on est une usine. Si on est une marque, par exemple, de mode, on va plutôt analyser les entrées et sorties de produits finis, hein. En général, c'est plutôt ça notre situation quand on est une marque de mode. D'autres éléments? Qu'est-ce que j'ai comme autre réponse? Le transport, clairement, en effet. Alors, le transport, ça va être très varié, hein. Ça va être le transport de vos collaborateurs, le transport vos marchandises. Voilà, le transport, c'est assez large. D'autres éléments que vous allez analyser d'après vous? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait rentrer dans justement la réflexion sur les flux liés à l'activité? La distribution? Oui, alors distribution, ça va être aussi lié au transport. Pour moi, ça peut être aussi l'impact des magasins sur les émissions de gaz à effet de serre. Bon, voilà. Alors les flux à quantifier, je vous le disais, ça se fait via une cartographie des flux. Voilà, je voulais vous donner un exemple de cartographie des flux. Voilà, par exemple, on est une marque, et qu'est-ce qu'on a comme flux? On a des collaborateurs qui vont venir tous les jours travailler, mais qui vont aussi effectuer des trajets professionnels. Vous allez avoir potentiellement des visiteurs qui vont venir, par exemple des fournisseurs qui vont venir vous rencontrer. Votre entreprise, au siège, vous allez consommer de l'électricité, probablement que vous aurez une climatisation. Il y a peut-être aussi des immobilisations au sein de l'entreprise, ça va être des voitures de fonction, très certainement un parc informatique. Et puis, on va regarder aussi tout ce qui concerne les flux monétaires, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas vraiment quantifier. Typiquement, nous, ça va être quoi? Peut-être les shoppings des stylistes, ça va être tout ce qui est hébergement, repas lié à vos déplacements. Et puis, évidemment, on le voit en bas, il y a aussi votre entreprise va générer un certain nombre de déchets qu'on va calculer également dans ce bilan. Ensuite, vous faites fabriquer des produits dans différentes usines. Donc, vous avez des protos qui vont venir chez vous, des produits finis. Tout ça, ça va être fait par différents types de transports. Et puis ensuite, vos produits vont être envoyés alors, soit directement chez vos clients, soit dans des boutiques. Et ensuite, les clients vont les acheter et vont utiliser ces produits et vont ensuite, en fin de vie, soit les jeter, soit les revendre, soit les donner à quelqu'un.
Voilà. Donc ça, c'est très synthétique et très schématique, mais à quoi peut ressembler une cartographie? C'est l'exercice auquel vous allez devoir vous livrer justement pour bien quantifier vos émissions de gaz à effet de serre tout le long de cet exercice. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien retenir par rapport à ça, c'est qu'il faut regarder tous les flux d'activité tous les flux dont votre entité est directement responsable, mais également ceux dont elle n'est pas responsable directement. Et souvent, les entreprises ont tendance à vouloir minimiser ça en disant, bah non, en fait, moi, c'est pas moi, par exemple, en tant que, enfin voilà, par exemple, il y a les consommateurs. Les consommateurs vont laver les produits, vont les mettre à sécher dans des machines séchantes, vont peut-être repasser les produits. Parfois, les marques disent, non, moi, je considère que ça ne me concerne pas. C'est pas moi qui suis responsable de ça. Si, pourtant, il faut bien prendre en compte cet élément quand on va construire sa stratégie et quantifier ses flux. Donc, il faut bien se poser la question, est-ce que finalement, le flux, l'activité de mon entreprise est changée si j'enlève ce flux? Si votre activité est changée, ça veut dire qu'il faut quantifier ce flux. Alors, j'accélère un peu parce que je vois que je prends du temps. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La limite du BGS, c'est qu'on va être que sur les scopes 1 et 2. Donc, scope 1, toutes les émissions dont vous êtes responsable directement, plus tous vos achats d'électricité et de vapeur. Et puis, malheureusement, ce qui compte le plus dans les entreprises, ce qui est le plus important en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça va être tout le scope 3, toutes les émissions indirectes liées à votre activité. Voilà. Alors, une fois que vous avez tout ça en tête, vous allez devoir collecter vos données. Là, c'est très important de bien avoir ça en tête. La collecte des données, attention, ça peut être un élément qui va être très chronophage dans votre démarche. Voilà, vous n'allez pas forcément ça ne va pas forcément être en plus si simple, notamment sur tout le scope 3, de pouvoir avoir toutes les informations que vous voulez recueillir. Donc, je voulais vous donner quelques éléments qui vont vous aider pour cela. Réfléchissez bien en amont à l'objectif qui est poursuivi dans cette démarche carbone. Mobilisez en interne toutes les ressources nécessaires pour justement collecter les bonnes informations et aller dans le détail s'il y a besoin d'aller dans le détail de certaines informations qu'il faut collecter. Et puis surtout, je vous le disais, ça peut être très chronophage, essayez de prioriser les informations à récupérer. Peut-être que déjà, vous aurez des idées sur ce qui va être le plus impactant dans votre entreprise. Donc, mettez l'accent là-dessus. Et puis, au départ, peut-être que vous allez travailler sur des grandeurs, c'est-à-dire que vous allez faire des moyennes de chiffres, d'informations que vous avez. Et puis, quand vous ferez votre deuxième bilan carbone, peut-être 1 an ou 2 ans après, vous irez plus dans le détail parce que vous connaîtrez les éléments les plus impactants et vous allez pouvoir, durant l'année ou les 2 ans entre les 2 bilans carbone, mettre en place des systèmes de collecte plus pertinents, plus efficaces et aller plus dans le détail de ces collectes d'informations. Voilà. Donc, au départ, moi, par exemple, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, j'aime bien aller dans le détail des choses. Ce n'est pas possible, c'est trop chronophage et finalement, vous allez vous perdre dans des détails. Allez à l'essentiel et essayez de travailler par grandeur au départ. Voilà. Ensuite, comment ça va se passer? Toutes ces informations que vous allez avoir collectées, elles vont être traduites en facteurs d'émission. Donc voilà, je vous donne quelques exemples. Ça, c'est ce qui se fait via la base carbone et l'outil qui est mis en place par l'ADEME. Voilà, par exemple, vous avez, je dis n'importe quoi, 100 t-shirts en coton. 100 t-shirts en coton, c'est l'équivalent de 0,52 tonnes équivalent CO2. Vous consommez, par exemple, sur une année, 41 000 kWh d'électricité. Ça, dans la base carbone, ça se traduit en 2,132 tonnes équivalent CO2. Pareil, voilà, j'ai mis un exemple de transport, 1000 km avec un camion remorque de 40 tonnes, ça correspond à 1,311 tonnes équivalent CO2. Voilà. Pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, des fois, on a des choses qu'on ne peut pas quantifier de cette manière-là, donc on va les valoriser en valeur monétaire. Un exemple, 20 000 € d'assurance, services divers, donc bancaires, conseils, honoraires, c'est à peu près 2,132 également tonnes équivalent CO2. Voilà. Donc, vous avez évalué, mesuré vos émissions. Vous allez pouvoir élaborer votre bilan d'émissions qui va vous permettre de détailler vos principaux postes d'émissions. Alors, question que je voulais vous poser également, quels sont d'après vous les postes les plus importants par rapport à l'entreprise qu'on a étudiée juste avant, ou alors plus largement dans la mode? D'après vous, où vous situez les plus importants facteurs d'émission? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse par rapport à ça? Peut-être sur des entreprises qui auraient déjà réalisé des bilans carbone.
Alors, est-ce qu'il y a des réponses par rapport à ça? Alors, dans les propositions, la production des matières premières, oui, très, très certainement, ça, c'est un des plus importants facteurs, enfin, postes d'émission du secteur de la mode. La culture, ouais, tout ce qui est fibres, voilà, matières premières. D'autres éléments de réponse non, il n'y a pas d'autres, idées? Eh bien, alors, on va regarder, en effet, alors je crois qu'il y a la consommation, qu'est-ce que j'ai? D'énergie des usines. Oui, en effet, ça aussi, c'est un poste très important, au niveau, des émissions de gaz à effet de serre. C'est même, les postes les plus importants. Alors justement, pour illustrer ça, je voulais vous mettre quelques exemples. Alors, il y a aussi la consommation d'énergie des usines, pays avec une électricité au charbon. Oui, en effet. Bon, je vois qu'il y a des gens qui sont déjà bien au fait du sujet et qui maîtrisent bien le sujet. Alors, je vous ai donné quelques exemples pour illustrer les principaux impacts du secteur. Alors, Levis qui réalise régulièrement des bilans carbone, alors selon GHG Protocol. Alors, eux, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez sur le graphique de gauche, ça va être la partie utilisation que vont faire les consommateurs de leurs produits. Ça, c'est 34% de leurs émissions de gaz à effet de serre. Production des matières premières, c'est 31%. Donc, on voit là, s'ils veulent mettre en place des plans d'action, concrètement, si on veut agir sur ce qui est le plus important, ça va être consommateurs et puis matières premières. Après, on voit culture, enfin tout ce qui est coton, 10% également de leurs émissions de gaz à effet de serre, et après le reste est un peu moins important. Autre exemple que je voulais vous donner, Chanel. Chanel, si on regarde, on voit le plus important, ça va être les matières premières également. Ça contribue, c'est 26% de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, ils ont la partie transport des produits finis. Alors, je me suis interrogée là-dessus. Donc, 24%, j'imagine que probablement, c'est lié au fait qu'ils doivent faire beaucoup d'avions, parce qu'en général, le transport, ce n'est pas si important pour les marques de prêt-à-porter, enfin, ou une marque de chaussures, peu importe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Overgoods et services, 14%. Et puis, par exemple, le transport, tout ce qui est voyage d'affaires, 7% des émissions de gaz à effet de serre. Les événements, tout ce qui est marketing, ça va être 10% de leurs émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc quelques éléments de réponse par rapport au secteur. Un autre exemple que je voulais vous donner, je vous ai parlé justement tout à l'heure de cette étude qui a été réalisée par McKinsey. Alors là, on est plus sur une approche empreinte carbone, empreinte au niveau produit plus qu'entreprise. Eh bien, ce qui ressort de leur étude, c'est que l'essentiel finalement des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie vont vraiment provenir de l'amont. Donc, c'est ce que disait, alors je crois que c'est, je ne sais plus qui donnait ces éléments de réponse, Emmerich justement tout à l'heure. Voilà, le gros de nos impacts, on va les retrouver en amont sur tout ce qui va être matières premières, soit pour les faire pousser, soit pour les fabriquer, et puis ensuite pour leur transformation, donc tout ce qui est filature, tricotage, tissage, et puis après tout ce qui est teinture et tous les traitements et les finitions qu'on va pouvoir faire sur les matières premières. Voilà. Et vous voyez ensuite, les 29%, c'est plus sur l'aval, tout ce qui va être transport, tout ce qui va être emballage, les opérations de vente au retail, voilà, et puis tout ce qui est utilisation et fin de vie des produits, ça au niveau consommateur. Voilà, donc ça vous donne déjà des bons éléments pour comprendre quels sont les principaux impacts du secteur de la mode. Donc, on arrive à la troisième étape. Donc, on a mesuré, on a fait notre bilan. Donc, maintenant, on va pouvoir mettre en place notre stratégie et puis définir des plans d'action. Donc, je redis ce que je disais tout à l'heure. Avant de travailler sur les plans d'action, pensez bien à mesurer. Ça, c'est vraiment super important, ultra stratégique de le faire. Alors, je voulais vous parler justement par rapport à ça, à l'initiative Science Based Target. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà cette initiative. Alors, pour définir sa stratégie, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, il faut suivre une certaine méthodologie parce que malheureusement, et c'est un peu le constat qu'ils ont fait, parfois, les plans d'action qu'on va mettre en place ne seront pas suffisants pour atteindre justement, pour être dans ces trajectoires de maintenir les températures bien en dessous des 2 degrés ou alors à 1,5 degré. Je crois qu'ils ont fait une étude par rapport à ça, ils ont étudié plusieurs entreprises et seulement
30% des entreprises étudiées avaient des objectifs qui permettraient d'être en ligne avec ces objectifs de maintien des températures. Donc, eux, voilà, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut agir de manière coordonnée et donc ils proposent une méthodologie aux entreprises qui veulent s'engager sur la neutralité carbone pour que justement les objectifs fixés soient en ligne avec la science. Voilà, donc il y a pas mal d'entreprises qui rejoignent l'initiative, 1019 entreprises, vous le voyez aujourd'hui. Dans la mode, on est plutôt, c'est que 50 entreprises, bon, c'est un démarrage, mais c'est vrai que c'est une initiative qui est intéressante. Et cette initiative, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va se décliner aussi en méthodologie sectorielle. Et pour ceux que ça intéresse, il y a une méthodologie justement pour le secteur du textile habillement. Donc, de manière très synthétique, très schématique et vraiment très grossière, je dirais, j'ai voulu vous synthétiser leurs recommandations pour le textile habillement. Voilà, il faudrait détailler plus, expliquer davantage les choses. L'objectif, si on veut être sur une trajectoire de maintenir l'augmentation des températures bien en dessous de 2 degrés Celsius, eh bien, ça va être de réduire annuellement nos émissions de 2,5%. Et si on est sur une trajectoire plus ambitieuse, donc la trajectoire 1,5 degré, eh bien là, il faudra réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière linéaire, donc chaque année de 4,2%. Voilà. Donc encore une fois, c'est vraiment très schématique, très grossier. Encore une fois, s'il y a des gens qui sont intéressés, je peux leur envoyer les éléments après la présentation. Mais voilà, c'est pour vous donner des grandeurs d'idées par rapport à notre secteur d'activité. Pour définir votre stratégie, il y a des étapes à respecter. Les étapes, ça va être quoi? Premièrement, éviter tout ce qui va pouvoir être évité. Je me souviens, il y a quelques années, la marque Aubert, qui était une marque de jeans, je crois, qui n'existe plus maintenant, avait réalisé l'ACV de ses dénimes. Et en fait, dans ces plans d'action, les premiers plans d'action, c'était d'éviter certaines étapes qui étaient à fort impact environnemental, voilà, tout simplement pour les éviter. Donc ça, on essaye de travailler dessus. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours possible d'éviter certaines étapes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher à remplacer cette étape par une étape qui sera moins importante en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Tout à l'heure, vous évoquiez le transport. Voilà, ça, on sait, l'avion, c'est beaucoup plus émissif que le bateau. Le routier, c'est beaucoup plus émissif que le ferroviaire. Voilà, c'est tous ces sujets-là, enfin, tous ces éléments sur lesquels vous allez pouvoir interagir pour réduire vos émissions. Donc, l'objectif, ça va être bien de réduire au maximum vos émissions de gaz à effet de serre pour au final arriver, si on veut viser à la neutralité carbone, à compenser vos émissions de gaz à effet de serre en dernier ressort. Donc, j'ai mis ce terme-là en dernier ressort en rouge. Pourquoi? Parce que c'est très important. Je vous le disais tout à l'heure, ça a fait débat là, il y a quelques temps. Ça fait quelques années qu'on a beaucoup de discussions autour de la compensation carbone, avec pas mal de gens qui critiquent le système parce qu'ils disent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, ça sert à quoi si tous les ans vous continuez à augmenter vos émissions de gaz à effet de serre? Voilà, vous contribuez chaque année à en produire toujours plus. Ok, vous les compensez, mais bon, l'objectif, c'est pas de continuer à augmenter nos émissions, c'est vraiment de les réduire. Donc, dans une stratégie bas carbone, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est uniquement en dernier ressort que vous compensez. Tout ce qui est incompressible, finalement, c'est là où vous allez mettre en place des systèmes de compensation carbone. Voilà. Encore une fois, il y avait débat parce que certaines entreprises communiquent sur le fait qu'elles sont neutres en carbone sans avoir vraiment forcé, creusé toute la partie réduction en amont. Et voilà, et c'est assez facile de dire, voilà, je suis neutre en carbone si on ne fait que compenser sans travailler en amont vraiment sur la réduction de nos émissions. Ça, c'est vraiment la première étape. Alors, les mécanismes de compensation, j'en parle rapidement. Je ne vais pas détailler parce que déjà, on n'a pas trop le temps, puis c'est assez complexe. Bon, juste pour ceux que ça intéresse et qui veulent comprendre le système, il y a deux mécaniques. Une mécanique réglementaire qui va donc être là encadrée par des accords ou par une loi internationale ou nationale. Donc, c'est le système du protocole. Et puis, vous avez la compensation volontaire qui finalement est disponible pour tout un chacun, pas forcément des entreprises, mais ça peut être aussi des particuliers qui vont vouloir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre individuelles. Alors là, pour ceux qui veulent se mettre sur ce type de démarche, comme ce sont des démarches
contrairement à la compensation réglementaire qui ne sont pas encadrées, je vous recommande vivement de travailler via des labels. Si vous choisissez un label, ça va vous permettre quand même de vous garantir le projet, garantir d'une part la traçabilité du projet, garantir des réductions réelles, hein, ça c'est important, qu'elles vont pouvoir être mesurables et vérifiables. Donc, 2 exemples, vous avez par exemple en France le label bas carbone, qui va être sur des projets vraiment purement locaux, hein, au niveau du territoire français. Et puis après, vous avez tous les mécanismes certifiés du protocole de Kyoto qui vont être aussi ouverts à la compensation volontaire et qu'on va pouvoir donc se procurer, si on le souhaite, réduire nos émissions de gaz à effet de serre via la compensation. Voilà. Donc ça, c'était vraiment très rapidement sur la compensation. Alors, j'en reviens à notre cas. Justement, on a vu un peu quels étaient les principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre du secteur. Quels seraient, d'après vous, les plans d'action à mettre en œuvre? Sur quoi vous mettriez l'accent en termes de stratégie si vous voulez agir efficacement? Alors, il y a déjà pas mal de personnes qui ont répondu en amont sur le sujet tout à l'heure. Voilà, est-ce que d'autres personnes… Alors, tannerie, j'ai vu, je ne sais pas s'il y a cette question ou à la question d'avant. Matière, tannerie, oui, ça, c'est des vrais sujets sur lesquels il va falloir agir en priorité. Bon, je ne vois pas d'autres éléments, mais peut-être que voilà, vous avez déjà apporté pas mal d'éléments de réponse tout à l'heure déjà en amont. Donc oui, clairement, les plans d'action, excusez-moi, je reviens là-dessus. On l'a vu, c'est surtout l'amont. Donc l'amont, ça va être quoi? Pour nous, travailler sur les matières premières, choisir des matières qui vont avoir un moindre impact au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Ça, je dirais que c'est assez facile parce que nous, en tant qu'entreprise, on a la main là-dessus, on va pouvoir faire ses choix. D'autant plus qu'aujourd'hui, avant, c'était un peu un frein, le coût de ces matières premières plus propres, on va dire. Aujourd'hui, on voit que les prix, ça devient vraiment très abordable et finalement, il n'y a pas forcément d'écart avec des matières conventionnelles. Donc, tout pousse les entreprises à se mettre sur ces nouvelles matières. Un exemple, le coton conventionnel, 70% de ses émissions de gaz à effet de serre vont se situer vont être liées à l'utilisation d'engrais et de pesticides. Donc, autant basculer sur du coton bio. Il n'y a pas d'engrais ni de pesticides dans la culture du bio. Ça va vous permettre, au niveau de la matière première, de réduire vos émissions de 40%. Polyester recyclé, pareil, par rapport à un polyester conventionnel, c'est à peu près 37% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Donc ça, je dirais, assez facile d'agir là-dessus. Ensuite, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'a cité, évidemment, travailler au niveau de la production. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est le plus impactant, ça va être la transformation de la fibre en fil, et puis ensuite, tout ce qui est tricotage, tissage, teinture, etc. Donc là, c'est plus compliqué pour nous d'agir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la main là-dessus, hein. On n'est pas, en général, on ne possède pas les usines et c'est les usines qui vont devoir agir là-dessus. Donc l'idée, ça va être de vraiment travailler en collaboration avec nos partenaires fournisseurs, de voir comment on peut les accompagner justement dans cette transformation. Donc ça va être les inciter à travailler à plus d'efficacité énergétique. Ça vaut aussi pour nous, hein, bien sûr, au niveau de l'entreprise. Ça va être aussi travailler beaucoup sur les énergies renouvelables. Il y a quelqu'un qui en parlait tout à l'heure. Passer du charbon à l'électricité et aux énergies renouvelables, ça, c'est un fort, je dirais, élément de transformation qui va avoir un vrai impact sur vos émissions de gaz à effet de serre. Pareil, sur les procédés de filature, travailler plutôt avec des procédés à sec plutôt qu'avec des procédés humides qui sont eux aussi forcément émetteurs au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vois, j'ai des questions. Alors, oui, il y a quelqu'un qui disait aussi réfléchir sur la fin de vie du produit. Là, je dirais que ça va dépendre des catégories de produits sur lesquels vous travaillez. On l'a vu, les vis, c'est le plus gros poste d'émissions de gaz à effet de serre. Tout ce qui est utilisation par les consommateurs. Donc là, clairement, oui, eux, ils ont un vrai rôle à jouer d'éducation au niveau des consommateurs, de les inciter peut-être moins à laver les produits, de les laver peut-être à cycle froid plutôt qu'à cycle plus chaud, les inciter à moins, je dirais, repasser ou sécher les produits de manière naturelle. Voilà, donc là, je reviens sur le consommateur, je pense que ça dépend vraiment du produit que vous allez travailler. Voilà, donc pour moi, c'est ça les principaux postes, hein, les matières premières et puis le travail avec les usines. Donc la stratégie, ça va être quoi? Qu'est-ce qui va être important? Ça va être de vraiment prioriser vos actions selon leur importance, puisqu'on va chercher forcément à agir là où il y a le plus d'impact.
Sur la facilité de mise en œuvre, et on l'a dit, c'est pas toujours évident d'agir facilement sur tout. Donc, il va falloir travailler sur les quick wins. Oui, peut-être que ça va être facile à mettre en œuvre et pas beaucoup d'impact, mais au moins vous allez montrer à vos équipes que vous êtes déjà dans l'action. Et puis, il y aura sûrement des plans d'action qui seront beaucoup plus stratégiques, qui vont peut-être amener à une transformation de votre entreprise au niveau de son business model. Et ça, c'est des réflexions qui vont être sur du plus long terme. Et puis, il faut regarder aussi votre capacité à agir sur le sujet. On l'a dit, on n'a pas la main sur tout. Il va falloir travailler de manière collaborative avec nos partenaires fournisseurs. J'accélère parce que j'ai plus beaucoup de temps. Je suis désolée, je suis très bavarde sur le sujet. Rapidement, puisque c'est peut-être pas forcément moins important, mais ça sera dans un second temps. Ça serait important pour vous de vraiment faire vivre la démarche. Donc, sensibiliser et mobiliser des collaborateurs sur les plans d'action. Les sensibiliser pour qu'ils comprennent bien de quoi on parle et les impliquer justement dans les plans d'action pour réduire leurs propres émissions. Réfléchir aussi pour les prochains bilans carbone à comment vous allez collecter de manière plus efficace, je dirais, les éléments. On a dit que ce n'est pas toujours facile de les collecter. Et puis surtout, je dirais, mettez en place des KPIs pour bien mesurer l'efficacité de votre stratégie et le bon avancement de votre stratégie. Si on ne mesure pas, finalement, on ne sait pas où on va et ça peut être problématique. Dernier point que je voulais aborder, c'est aller plus loin. Aller plus loin, ça veut dire quoi ? Pourquoi pas mettre en place des fonds carbone en interne ou mettre un prix carbone. Ça va vous permettre finalement de valoriser finalement vos émissions de gaz à effet de serre en valeur monétaire et ça va vous permettre de donner l'avantage à des projets qui seront moins émissifs. Deuxième point, et ça me semble super important parce qu'on oublie de travailler, de réfléchir par rapport à ça, c'est aussi de mener une réflexion par rapport à votre degré de dépendance aux énergies fossiles. Par exemple, le pétrole, on le sait bien, c'est une énergie qui est amenée à disparaître. Quand une énergie, quand une matière première ou une ressource est de moins en moins disponible, s'il y a toujours beaucoup de demandes, on le sait, ça augmente le prix. Donc, comment ça va se passer pour vous au niveau de votre stratégie ? Si dans quelques années, je ne sais pas, le prix du baril de pétrole passait à 100, 120 dollars, réfléchissez à quel impact ça va avoir sur votre activité. Est-ce que ça va pouvoir impacter fortement votre activité en tant qu'entreprise ? Donc ça, c'est important aussi d'aller plus loin dans votre réflexion. Et de la même manière, réfléchissez aussi pas seulement à vos mesures d'atténuation, comment vous allez réduire vos impacts sur le changement climatique, mais posez-vous aussi la question de l'impact du changement climatique sur votre activité. On l'a dit tout à l'heure, il va y avoir des évolutions du climat, ça va avoir un important impact sur votre activité. Réfléchissez à minima parce que ça va amener vos entreprises à être beaucoup plus résilientes à l'avenir. Alors justement, je voulais parler de cette initiative, la Task Force on Climate-Related Financial Disclosure. C'est une initiative justement qui amène les entreprises à réfléchir à ça, à travailler sur différents scénarios d'augmentation des températures pour voir quel impact ça pourra avoir à terme sur leur activité. Du coup, dernière question que je voulais vous poser, est-ce que justement, si vous projetez un peu dans l'avenir, tous ces événements climatiques, ça peut avoir quoi comme impact sur votre activité ? Alors, ça peut être des impacts positifs, mais ça peut être aussi des impacts négatifs. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquences ? Alors, je pense souvent plutôt aux conséquences négatives pour vous. Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça ? Je ne vois pas d'éléments de réponse. Est-ce qu'il y a des réponses sur le sujet ? Est-ce qu'il y a des idées ? Non ? Une réponse. Alors, ok, je vois pas mal de questions, je répondrai après. Et si je n'ai pas le temps de répondre parce que je suis à un quart d'heure de la fin, je répondrai bien sûr à toutes les questions. Je vous enverrai une petite réponse sur ces sujets-là. Alors, les impacts, ça va être par exemple s'il y a de fortes sécheresses, on peut imaginer que le coton pousse moins facilement. Donc, là, même sujet que sur le pétrole. Si vous avez moins de coton disponible, potentiellement, ça va avoir un impact négatif sur le coût de la matière première. Deuxième possibilité, s'il y a des fortes inondations, ça peut perturber ou abîmer les infrastructures.
Et par exemple, ça peut générer des problèmes d'approvisionnement, hein, des retards dans les livraisons dans vos magasins, par exemple. Et puis, troisième exemple que je voulais vous donner, ça peut être aussi voilà, des saisons qui sont vraiment perturbées. On le voit bien, il fait très chaud parfois, après il va faire tout de suite beaucoup plus froid. Ça peut être des contraintes, des complications, on va dire, pour bien estimer vos stocks et bien prévoir vos ventes. Voilà, donc c'est le type de réflexion qu'il faut mener pour bien repenser sa stratégie et peut-être travailler sur ses business models futurs et les faire évoluer. Vite, rapidement, je vais répondre aux dernières questions après. Quel coût tout ça peut avoir? Et c'est souvent une question qu'on me pose. On me dit, bon, tout ça, c'est bien, mais bon, moi, voilà, je voudrais savoir ce que ça va me coûter. Ce qu'il faut savoir de l'étude qui est sortie par McKinsey, c'est que ce qui démontre, c'est que beaucoup d'actions pour accélérer la décarbonation du secteur peuvent être toutefois réalisées à moindre coût. Donc ça, c'est plutôt un élément très positif. Ils disent que notamment 55% des actions requises vont entraîner des économies nettes au niveau de l'industrie. Voilà. Bon, je passe sur les étapes clés. Là, c'était pour me synthétiser tous les éléments. Voilà, donc mesurer les impacts, réaliser le bilan de vos émissions, mettre en place votre stratégie et vos plans d'action, animer la démarche et ensuite aller plus loin. Donc voilà, je voulais voir si, voilà, je suis désolée, été un peu longue sur le sujet, mais bon, je suis toujours très bavarde, j'ai toujours plein de choses à raconter sur le sujet. Je vais passer aux questions, donc j'en ai vu un certain nombre, je vais revenir dessus pour répondre à ces questions. J'avais aussi quelqu'un qui m'avait posé en amont une question qui était comment concilier fast fashion et moins 5% de croissance pour tenir les objectifs climatiques. Alors, je dirais que c'est un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on peut travailler de la meilleure manière possible. Finalement, qu'est-ce qui va aussi impacter fortement les émissions, mais aussi les autres impacts environnementaux? C'est tout simplement la quantité de produits émis sur le marché chaque année. Et évidemment, tout ça, toutes ces stratégies, ça passera forcément, à mon avis, à un moment donné, par la réduction des volumes produits. Et il va falloir vraiment que les entreprises décorrèle finalement les résultats, la croissance des volumes produits. Alors pour moi, ça veut dire quoi? Plein de choses. Ça va être tout d'abord peut-être vendre du service aux clients. Ça va être peut-être également et très certainement d'ailleurs vendre des produits plus chers. Arrêter de faire croire aux consommateurs voilà, que les produits valent 3 francs 6 sous. Hein. Il y a un vrai prix au niveau des produits. Et peut-être qu'un produit qui coûtera plus cher, certes, aura une meilleure qualité et qui va durer plus longtemps. Donc, ça sera plus profitable pour les consommateurs au final. Ça peut être aussi réfléchir à transformer son business model. Et je reviens à ce je disais à l'instant, finalement, c'est important de réfléchir à tout ça. Ça peut être les systèmes de location, les systèmes de seconde main qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Ça peut être aussi étudier l'économie de la fonctionnalité applicable à son entreprise. Voilà, c'est une des questions qu'on m'a posées tout à l'heure, en amont, pardon, et à laquelle je voulais répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais regarder les questions des participants. Voilà, donc la conclusion de cet atelier finalement sur le bilan carbone, sur l'impact carbone, pardon, c'est qu'on le voit bien, on est sur un secteur qui a quand même de forts impacts environnementaux. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est un de ses principaux impacts, et on a un impact sur le réchauffement de la planète, et il est important du coup qu'on prenne notre responsabilité par rapport à ça et qu'on agisse rapidement justement pour changer les choses. Donc voilà, j'essaie de vous lister les différentes étapes justement pour mener à bien et mettre en place cette stratégie au sein de votre entreprise. C'est de vous donner les clés pour le faire de manière efficace, de ne pas vous perdre finalement dans les plans d'action avant d'avoir bien réfléchi en amont aux mesures et à la stratégie. Voilà, donc j'espère que c'est intéressant pour vous et surtout que ça va vous servir pour vos actions futures ou en tout cas aux actions que vous avez déjà commencé à mettre en place. N'hésitez pas surtout à revenir vers moi individuellement pour débattre du sujet. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions individuellement, de creuser. Je vois notamment des questions sur la filière cuir. Je vais revenir vers vous sur tous ces sujets-là sans problème. Voilà, merci encore, un grand merci à tous.